Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Causeur de SQLI. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet d'actualité fondamentale dans le monde du digital, celui du numérique responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi toutes les entreprises doivent s'y intéresser et quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place ? Pour répondre à ces questions, je suis accompagnée de deux experts en UX design chez SQLI, Olivier Boyer et Vincent Lachambre. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Et bonjour Alexandra. Donc moi c'est Olivier Boyer, donc je suis designer UX chez SQLI depuis 13 ans et ça fait 25 ans donc je suis dans le design et mon activité principale c'est beaucoup des applications métiers et avec des grands groupes, des grandes sociétés. Voilà pour ma part. Bonjour Alexandra, moi Vincent Lachambre, donc j'ai rejoint SQLI il y a 7 ans, j'étais en chef de projet web, donc j'ai une expérience plus portée sur les sites web, voilà. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste l'UX design ? UX déjà c'est pour dire expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment lorsqu'on va concevoir une application, un service, de s'intéresser à l'utilisateur. En fait, on a beaucoup de métiers qui s'intéressent à construire le logiciel, au fonctionnement, à répondre aux besoins du client, à bien l'exprimer, bien l'évaluer. Mais après, savoir si le service est utile, s'il correspond à un besoin, ça c'est vraiment le travail de l'UX design. Très bien, merci Olivier pour cette explication. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus à écouter sur notre chaîne Spotify notre précédent podcast qui décrypte justement cette fonction. À présent, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le numérique responsable ? Quand on réalise un projet web, c'est vrai que le sujet de l'éthique, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense au premier abord. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des sujets dont on a envie de prendre plus conscience et qu'on veut apporter aussi à notre échelle. Donc on parle de numérique responsable. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on concevait une appli, jamais on s'est reposé la question, est-ce qu'elle consomme beaucoup de données ? Est-ce que les pages sont trop lourdes ? Alors on le voyait si le site n'était pas performant, mais si on mettait un gros serveur à la place, le problème était réglé. L'idée, c'est d'apporter de l'engagement en fait, dans le cadre de son projet informatique. Donc comment on va amener des impacts positifs au projet par rapport à l'environnement, par rapport à la société en général, les personnes, les utilisateurs et aussi le discours qu'on va proposer. Tout ça, ça va apporter de l'éthique. Donc nous, on va se focaliser sur deux expertises qui sont l'accessibilité web. On va agir sur comment l'utilisateur va accéder à son application par rapport à ses limitations physiques, cognitives ou alors technologiques. Et d'autre part, l'autre expertise, ça va être l'éco-conception web pour là viser à réduire en fait l'impact environnemental du site ou de l'application qui va être réalisé. C'est vrai que ces deux sujets, c'est ceux qui sont les plus simples à aborder dans tout ce qui est numérique responsable. Alors maintenant que la définition est plus claire, selon vous, quelles sont les raisons principales d'intégrer l'accessibilité et l'éco-conception dans le développement de son site web ou plus largement d'un service digital ? Globalement, on a un respect du cadre légal qui impose cette intégration pour l'accessibilité. L'éco-conception, pas encore, on va en parler un petit peu. En agissant sur l'accessibilité et l'éco-conception, on va améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, il y a les utilisateurs qui, eux, sont en demande d'avoir des entreprises qui s'engagent dans l'environnement et dans l'éthique. Et à l'image de marque, bien sûr, de l'organisation qui est un peu redorée parce que elle s'engage et en plus, elle peut le montrer dans ses actions. Il y a un dernier point aussi qu'on peut ajouter, c'est celui des équipes qui travaillent dans l'entreprise, puisqu'en fait, elles vont être très intéressées d'amener un peu de profondeur dans leur travail. Et ça fait du bien souvent aux développeurs qui sont parfois dans des choses non palpables. C'est vrai que ça rapporte à la fois du positif dans ce qu'on va produire, mais aussi nous, en tant que professionnels, ça va aussi apporter du positif dans notre manière de travailler et de voir qu'on a des projets qui vont bien intégrer les démarches d'accessibilité et d'éco-conception. C'est vrai que nous, c'est assez satisfaisant. Bien sûr. Eh bien, je vous propose de nous en dire un peu plus sur ce cadre légal qui s'applique à l'accessibilité et à l'éco-conception. Quelles sont en fait les obligations des entreprises ? Alors pour l'accessibilité, faut savoir qu'en France, on a un référentiel qui s'appelle le RG2A pour le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Tous les sites web du secteur public sont concernés et aussi pour les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros. Pour ça, ils font faire un audit de leur site par une société qui va leur dire vous êtes à 60%, 70%
raccord avec le référentiel. Donc c'est tout plein de critères, il y en a 106. Donc l'idée, c'est, une fois que l'audit est fait, c'est de dire comment on va résoudre ce qui n'est pas conforme. Et pour ça, il y a des déclarations officielles qui s'appellent la déclaration d'accessibilité et le schéma pluriannuel. En fait, c'est un peu un plan d'action de comment on va résoudre l'accessibilité sur son site. Donc on a les sites web et aussi tout ce qui est application mobile, ça va aussi de soi. Faut justement que tous ces dispositifs numériques soient respectueux du RG2A. Et au niveau européen, il y a une ordonnance qui est sortie qui accroît le niveau de sanction. Donc du coup, aujourd'hui, si on ne respecte pas le niveau d'accessibilité, potentiellement, il y a jusqu'à 50 000 € d'amende, un délai de 6 mois pour corriger les problématiques d'accessibilité. Et Olivier, toi, niveau éco-conception? Concernant l'éco-conception, contrairement à l'accessibilité, en fait, il n'y a pas encore de législation qui oblige à avoir des actions, des résultats. On a des publications qui se font quand même sur les plans d'entreprise, sur leur action au niveau de la partie RSE. Par contre, on sait que des choses peuvent arriver. On a quand même des référentiels qui commencent à se consolider. Et ce ne serait pas étonnant qu'on commence à avoir des obligations de publication d'actions. En tout cas, le fait de commencer, c'est déjà se préparer à une législation qui pourrait arriver. L'autre partie qui a une réglementation assez forte, c'est le RGPD, donc sur l'utilisation, sur la transparence des données personnelles par les sites et les applications. Donc là, on a un cadre qui est quand même beaucoup plus solide, qui est très normé, et surtout avec des sanctions très fortes qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du CA annuel mondial. C'est vraiment là où on a une législation qui est la plus punitive et la plus carrée. Si je donne le numéro d'Alexandra de téléphone, là, j'ai pas le droit s'il est 06 012 32. Au moins maintenant, on sait à quelles sanctions tu t'exposes. Alors, à présent que le cadre légal est bien défini, en quoi le numérique responsable et l'accessibilité notamment contribuent à améliorer l'expérience utilisateur ? Voilà, si on dézoome un petit peu, quand on se place dans le contexte de la vie courante, il y a des choses qui ont été mises en place pour répondre à certains usages des personnes en situation de handicap, par exemple des rampes d'accès pour les fauteuils roulants, des audio-guides dans les musées, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont utilisées par tout le monde en fait. Donc les rampes d'accès, ceux qui ont des poussettes, ça leur facilite bien la vie aussi. Les audio-guides pour avoir plus d'informations dans un musée, on est bien content d'avoir ces dispositifs-là. Donc pour le numérique, c'est un peu la même chose finalement, parce que plus on va proposer de dispositifs de manière accessible, finalement, ça va être plus agréable pour l'utilisateur, plus clair. Donc après, quand on pense à l'expérience utilisateur, c'est à la base, c'est de se demander si son site il est bien ouvert à tous. Ceux qui sont dans une situation de handicap qui soit permanent, partiel ou situationnel, pour justement bien répondre à chaque besoin. Donc pour ça, on s'aide de méthodologies ou d'outils qui sont en place. Le référentiel utilisé en France, il est basé sur une norme internationale qui s'appelle le WCAG, pour Web Content Accessibility Guidelines. Donc c'est une norme sur l'accessibilité numérique. Et cette norme-là, elle a 4 exigences. Donc ça va être tout ce qui est perception, utilisation, compréhension et robustesse. Donc la perception, c'est comment on va travailler nos contrastes, proposer une typographie qui soit dans le détail bien lisible pour tout le monde, que ce soit des personnes malvoyantes ou même peut-être des personnes âgées aussi. Ensuite, sur la partie utilisation, donc c'est comment on va réfléchir à nos dispositifs de navigation, les menus dans les sites, comment on va scroller dans l'application. Donc ça rejoint un peu le troisième point qui est la compréhension. Donc ça, c'est prévenir les troubles cognitifs et proposer un contenu qui soit bien compréhensible. Et enfin, la robustesse, quand on va proposer un contenu ou un site, la plupart des gens vont le lire sur un écran, mais ceux qui ont besoin d'une synthèse vocale, par exemple, ou d'une technologie d'assistance, faut que le contenu soit le même pour eux. C'est-à-dire qu'il va bien être interprétable par d'autres technologies qu'un écran, par exemple. Qu'il n'y ait pas de dégradation de l'usage et du contenu quand on change de support. D'accord. Et pour bien comprendre les enjeux de l'accessibilité, est-ce que vous pouvez préciser déjà combien de personnes sont concernées par ces enjeux dans le monde et quels sont les différents types de handicaps qui nécessitent des ajustements ? Au niveau mondial, c'est à peu près 2 milliards de personnes. On va avoir plusieurs types de handicaps concernés par le numérique. On pense aux handicaps visuels. Donc du coup, c'est comment on va adapter le site à des synthèses vocales notamment. Ensuite, on va avoir les handicaps physiques. Donc comment on va pouvoir consulter un site d'une autre manière que par du scroll ou par un clavier ou par une souris. Enfin voilà, il existe des technologies d'assistance qui vont pouvoir aider ces personnes-là.
Ensuite, on va avoir les handicaps auditifs. Donc là, je pense, par exemple, quand on met une vidéo sur un site ou un podcast, pour le coup, bien penser à afficher une transcription accessible. Et enfin, les handicaps cognitifs, donc ça j'en ai parlé juste avant. On parle de presque 25% de la population qui est concernée. C'est aussi par des handicaps situationnels. Donc par exemple, si je porte un bébé, j'ai qu'une main. Du coup, si je dois utiliser une souris et un clavier en même temps, je ne pourrais pas. Et ça peut être pareil si j'ai un bras dans le plâtre ou si je vois mal parce que j'ai de l'eau dans les yeux et que je consulte mon téléphone. Et là, on voit que ça concerne énormément de monde dès qu'on commence à être dans le situationnel. Maintenant qu'on a compris l'importance de développer une expérience accessible, dans la pratique, comment on fait? Par quoi on commence? Alors dans le cadre du projet, dès la conception, on va se poser sur le référentiel et les 106 critères là, du RG2A dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà, on va se poser des questions. Est-ce que tous nos critères sont applicables au projet? Souvent, ce n'est pas le cas, donc on va enlever tous ceux qui ne sont pas applicables. Et ensuite, comme ça, on va vraiment être concentré sur un scope précis. Donc quand on va concevoir les différentes fonctionnalités, on va bien vérifier qu'on respecte toujours les critères. Et une fois que le site est en ligne, c'est durant toute la vie du projet, finalement, même les rédacteurs, ceux qui vont mettre en place du contenu, voilà, il faut qu'ils aient aussi certains critères en tête pour continuer à proposer du contenu accessible. Que ce soit mettre des descriptions à des images ou proposer une transcription à une vidéo. Et ça va contribuer du coup à maintenir une expérience utilisateur accessible tout le long du projet. Et si on devait lister 5 premières actions à mettre en place rapidement, lesquelles tu conseillerais? Si on devait garder un petit peu un must-have en tête, ce serait déjà quand on propose des boutons ou des éléments d'interface, voilà, faire bien attention au contraste, que le texte soit toujours lisible. Ensuite, ne pas oublier que la navigation au clavier, c'est quelque chose de très important. Donc il faut que les éléments, une fois codés, permettent bien cette navigation possible. Le troisième point, ça serait vraiment de toujours optimiser son contenu, que ce soit proposer des transcriptions, proposer des textes alternatifs à des images, à des liens. Voilà, proposer un contenu pas trop long et assez clair finalement. Ensuite, le quatrième point, c'est de rendre bien ces formulaires accessibles, c'est-à-dire qu'ils soient bien pertinents, que les champs soient bien clairs, voilà, les étapes soient bien visibles et on va bien distinguer en fait la longueur du formulaire. Si par exemple c'est sur 4-5 étapes, qu'on soit bien conscient qu'on aura des étapes intermédiaires, etc. avant de valider. Et enfin, le dernier point, ce serait de ne pas avoir finalement des tableaux de données présents dans les pages. C'est vrai que ça c'est assez compliqué à retranscrire par des technologies d'assistance. Super, c'est bien noté. Donc on a bien compris pourquoi l'accessibilité est un enjeu incontournable pour favoriser l'expérience de tous les utilisateurs, qu'ils possèdent un handicap ou non. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à l'éco-conception. Pourquoi c'est un sujet que les entreprises doivent absolument considérer? Le numérique, en fait, se développe énormément et donc il a lui-même pas mal d'impact sur l'environnement. Si Internet était un État, par exemple, ce serait le 3e État du monde en consommation électrique. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est en développement permanent et la consommation tous les ans augmente de 8%. Et on le voit avec de plus en plus d'utilisation des IA, d'objets connectés. C'est pas des choses qui vont vraiment se réduire. On voit que tout est cloudé de plus en plus et tout. Donc là-dessus, une des solutions, c'est de commencer à agir sur les applications. Déjà, c'est un point d'action qui est efficace et qu'on peut atteindre sur son site web. L'éco-conception, en fait, c'est vraiment lorsqu'on conçoit quelque chose, dès le début, de se poser les questions sur les impacts environnementaux. Nous, l'éco-conception logicielle, donc c'est celle lorsqu'on va développer une application, c'est dès le début, on va se dire quels sont les impacts, qu'est-ce qui va consommer plus de courant, qui va consommer de la donnée, mettre pas mal de poids. Donc c'est vraiment prendre conscience dès le début. On comprend bien que c'est un enjeu majeur. Et donc si on veut réduire les impacts environnementaux de son site web, par quoi on commence? Déjà à réduire le poids des pages. Donc regarder le poids de chaque page et surtout regarder celles qui sont plus consultées et voir celles qui ont un poids trop important où se situe le poids. Donc là, on va tout de suite agir assez rapidement sur les vidéos ou les images, donc qui ne sont pas optimisées, pas compressées. Enlever par exemple les autoplays sur les vidéos. Comme ça, si la personne clique pas dessus, il n'y a pas de chargement de la vidéo.
Et après, c'est d'avoir aussi de la compression sur ces JavaScript et ces CSS, aussi même l'HTML, pour réduire les échanges de données. On a aussi une action qui peut être sur les API, là où on va aller sur des données, ou sur des éléments de calcul ou des recherches, parfois avoir des timeouts, parce que si la requête prend trop de temps, du coup, elle va peut-être faire trop d'allers-retours. Donc, on peut avoir des aspects pour limiter un petit peu les données qu'on va chercher ou qu'on va le faire. Et ensuite, on a une action qui est sur la simplification, donc qui est plus côté UX. Par exemple, si une navigation est bien faite, je n'aurai pas besoin d'aller sur 6 pages pour voir mon contenu. Comme le contenu est clair, j'irai juste en 2 pages ou en 1 page. Et aussi de se poser la question, est-ce que l'élément que je vais mettre, est-ce qu'il est utile à mes utilisateurs ou est-ce que c'est moi qui me fais plaisir ? Et dans ce cas, si c'est des choses qui sont inutiles ou qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont plus utilisées, on peut les enlever. Sur le nombre d'éléments stockés, on peut agir. Alors, ça n'a pas vraiment d'impact lorsque c'est stocké, puisque maintenant, on a tous des disques flash sur les serveurs et donc ça ne consomme pas plus de courant. Par contre, dès qu'on va faire une requête de recherche, d'historisation ou autre, là, la requête va être beaucoup plus lourde, parce qu'au lieu de chercher dans 5000 composants, elle va en chercher dans 20 000 parce qu'on ne les a pas nettoyés. Très bien, merci pour ces conseils. Et pour aller plus loin, est-ce que, comme pour l'accessibilité avec le RGA, il y a un référentiel qu'on peut suivre ? On a 2 référentiels sur lesquels on s'appuie, donc celui du RGSN, mais celui où je m'attarderai un petit peu plus, c'est surtout si vous avez une solution qui est dans des technos web, donc à base de JavaScript, HTML, c'est les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web de Frédéric Bordage. Donc ça fait plus de 12 ans qu'il met à jour ce référentiel et vous le trouvez accessible en livre et aussi en site web, il y a un GitHub qui est dessus. Et chacune de ces pratiques, en fait, c'est des actions qui sont très précises avec la solution, comment le mettre en place, comment le mesurer, le type d'impact qu'on a. Donc, si vous voulez démarrer, prenez ce référentiel. Vous pouvez directement choisir des actions à mettre en place sur votre site et déjà, ça permettra de se lancer sur le sujet. Super. Donc, nous avons vu quelles actions mettre en place pour apporter de l'accessibilité et réduire l'impact environnemental de son site web. Est-ce que, au-delà de ces actions qui sont faites de manière volontaire, il y aurait des dérives en UX design qui nuiraient à une démarche éthique, dans le sens large du terme ? Là, j'en ai 2 qui me viennent en tête. C'est d'une part l'utilisation des données personnelles et d'autre part ce qu'on appelle les dark patterns. Donc, par rapport aux données personnelles, l'idée c'est vraiment de se poser la question, est-ce qu'on récolte trop de données, à quoi vont servir ces données, etc. Dès qu'on dépasse un peu ce cadre, on peut se considérer comme étant dans une dérive. Après, par rapport au dark pattern, il faut savoir que c'est une pratique UX qui va viser à contraindre un petit peu l'utilisateur dans son interaction et du coup ça c'est un petit peu critiqué par rapport au manque d'éthique que ça peut générer. Donc un exemple, c'est qui va peut-être parler à tout le monde, c'est le scroll infini qu'on a sur les réseaux sociaux pour que l'utilisateur reste sur l'application. Puis après, je crois qu'Olivier, tu voulais nous parler d'un dernier petit exemple. Ouais, c'est des choses qu'on n'aborde pas toujours quand on conçoit une application, mais c'est après de s'intéresser au stress de l'utilisateur. Parce qu'en fait, déjà, on peut avoir des utilisateurs sur des applis hautes qui sont déjà dans un milieu stressé avec une forte pression de production ou de qualité ou autre. Et souvent, on ne se met pas dans ce contexte quand on va concevoir des messages d'alerte, quand on va concevoir des notifications ou des assistances, et on peut avoir des éléments qui vont vraiment augmenter le stress de l'utilisateur. Et donc, le fait à la conception d'une appli, d'y réfléchir et de se dire est-ce que là, je rajoute pas du stress, ou plutôt est-ce que je rassure et je mets en confiance, ça, ce sera un bon travail qui est à faire sur les wordings, qui est à faire sur l'affichage, parfois sur l'utilisation du rouge et du vert. Donc, c'est vraiment de le prendre au début à la conception et aussi de le tester, d'évaluer justement si on gère bien ce stress et si on l'a bien intégré. Super intéressant. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a exploré ces sujets en profondeur. Merci beaucoup Vincent Olivier pour vos explications et vos recommandations. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux décryptages d'experts.